Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de football sur Canal Algérie. Je vous retrouve pour ma part un peu plus tôt dans la semaine. Bien sûr, je remplace au pied levé notre ami Saïd Fla, que vous retrouvez bien évidemment la semaine prochaine. Canal Foot qui cette semaine sera pratiquement consacré à 80% à l'équipe nationale avec le match de demain soir. Un grand choc, un grand derby d'Afrique entre l'Algérie et l'Égypte, le duel entre Mahrez et Mohamed Salah. On va y revenir. Et également sur ce stage qui a commencé avec le match face au Cap-Vert. On reviendra bien évidemment sur le tirage au sort de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations de Côte d'Ivoire. Un tirage au sort clément pour certains, piégeux pour d'autres. On va en débattre avec nos consultants sur le plateau de Canal Foot. Et bien sûr, pas de journée de Ligue 1 ce week-end, mais 2 matchs retard qui concernaient et le Shabab Riadi de Belouizdad, champion sortant, ainsi que l'USMA, super champion d'Afrique. Les deux ont purgé 2 matchs de mise à jour du championnat. Et on reviendra bien sûr sur la Ligue 2. Voilà ce qui vous attend ce soir. Et je ne suis pas seul, bien évidemment. Vous connaissez toute l'équipe de Canal Foot. On va commencer par notre consultant Djilali Touzi. Bonsoir Djilali. Bonsoir Riyad Abdelnour, bonsoir le revenant Mohamed Haouchine et bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous avez fait le tour de table avant moi, le gardien du temple. C'est un plaisir de vous retrouver, Abdelnour Kawa. Merci mon cher ami, et très heureux de retrouver un vieux de la vieille qui est avec nous pour cette émission, et surtout bonsoir nos amis téléspectateurs. Et voilà, je crois que tout le monde a fait les présentations à un moment. Je suis ravi de vous retrouver. J'ai pas dit son nom. Je suis ravi de vous retrouver. Djilali qui a vendu la chalet. Mohamed Haouchine, même si on vous a suivi hier dans ce match, un des matchs de mise à jour. On en discutera tout à l'heure. En tous les cas, très heureux de retrouver la petite famille, cette belle émission qui nous était très chère pendant des années. Et bien évidemment, un coucou à notre ami Saïd Fellak. Et quel plaisir en tout cas de partager avec vous une très belle émission. Salutations à tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, je rassure tout le monde, c'est un petit coup de fatigue. Il est amateur et joueur de foot. Ça va être ça arrive parfois qu'on soit en méforme. Je vous rassure, on le retrouvera la semaine prochaine. Vous avez dit petite famille de Canal, un peu grande. Il y a quand même Mourtad derrière la vitre. Donc elle n'est pas si petite que ça, la famille. Alors on va commencer avec le gardien du temple, bien évidemment. Moi je découvre avec vous l'émission Canal Foot et on commence par le gardien et les 3 points de Kawa. Jingle, les 3 points de Kawa. Alors, Abdelnour, qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux cette semaine? Je vais tout d'abord commencer par la vase des entraîneurs. Je crois que nous venons de battre un record mondial, puisqu'après 4 journées de championnat, plus de 11 entraîneurs ont quitté leur poste, soit par limogeage, soit par démission, soit par arrangement à l'amiable. C'est devenu un mot à l'amiable. Entre guillemets, oui, à l'amiable. Pas moins de 11 entraîneurs. Ça commence à être un peu inquiétant. Nous ne sommes qu'à 4 journées de la fin. 4 journées du début. C'est pas inquiétant. Je ne sais pas si c'est un record. On va faire des recherches. Je crois que c'est un record. C'est énorme quand même. Mais bien sûr que c'est énorme. Là, nous cherchons à stabiliser un peu notre football. Malheureusement, quand on voit de tels scénarios, c'est quand même assez inquiétant. Donc, il y a ça. En deuxième position, moi... Énumérez vos points. Ensuite, un petit débat est ouvert sur les 3 points que vous avez relevés cette semaine. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, c'est un peu Amora. D'aucuns diront c'est une découverte. D'aucuns diront c'est un joueur qui est excellent. Moi, je dirais qu'il est en train de confirmer, puisqu'il est à son 2e match consécutivement. Il a marqué quand même 4 buts. C'est un joueur qui a beaucoup d'avenir dans cette équipe nationale, au même titre que pas mal d'autres joueurs également. Donc pour moi, c'est un peu le point positif Amora dans notre J'avais utilisé un mot tout à l'heure en rédaction, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que s'il continue et s'il réédite les matchs qu'il a fait comme face au Cap-Vert, j'avais dit un mot, j'avais dit que moi je trouve que c'est vraiment un phénomène. Parce qu'on a rarement vu un joueur de ce calibre et de ce profil en tout cas. Vous savez, il faut savoir d'où il vient d'abord. Il est dans un petit club à Djidjeli, et puis maintenant il se retrouve, il est passé par Sétif très rapidement. Et là, il a fait un passage en Suisse. Actuellement, il est en Belgique. Et ce n'est pas le fait du hasard qu'il se retrouve en équipe nationale. Et je crois qu'il a encore de très très beaux jours devant lui.
Et enfin, en troisième position, c'est un peu la décision que vient de prendre la Fédération algérienne de football concernant la Palestine, puisque la fédération a décidé de prendre en charge tous les matchs amicaux et tous les matchs officiels de la Palestine, concernant d'abord la préparation de cette équipe-là, pour les qualifications de la Coupe du Monde Et la Coupe d'Asie. et la Coupe d'Asie 2017. Donc tout sera pris en charge par notre fédération. Je crois que c'est un geste extraordinaire pour cette équipe de Palestine qui mérite beaucoup de considération. Eh bien, qui sont chez eux ici en Algérie. C'est leur pays, c'est vrai. Alors messieurs, sur les 3 points de Kawa, vous avez envie de réagir? Écoutez, la valse des entraîneurs, c'est connu. Ça se passe même en France. C'est plus une valse, c'est un twist, c'est un jerk maintenant. Qui ont été limogés après. On cherche le déclic. Vous savez que la plupart des entraîneurs qui sont conscients de leur tâche savent qu'ils sont sur un siège éjectable. C'est les résultats qui commentent. La preuve, pour terminer sur ce point-là, 4 clubs qui ont perdu leur entraîneur. USM Alger, JS Kabylie, CR Belouizdad, CS Constantine, comme par hasard, ils ont gagné leur match juste après le départ de 6 entraîneurs. L'entraîneur est parti, Abdelhak Ben Chikha, la JS Kabylie, Bouzidi est parti, etc. Il y a eu le déclic, c'est ce que je cherche. Ils sont tributaires des... Mais certains n'y croient pas trop à ce fameux déclic psychologique. Et puis si déclic il y a, l'effet déclic ne dure pas longtemps. Oui. Bien évidemment, il appartient à l'entraîneur ensuite de placer son véritable chantier, ses repères, ses armes pour prendre le train en marche. C'est tout à fait normal. Le gros problème justement que rencontrent un peu nos entraîneurs ici en Algérie, on parle généralement de projet. Quand on voit un projet qui démarre et puis 3 semaines ou 4 semaines après ou 4 matchs après, tout tombe à l'eau, ce n'est pas logique. Alors, est-ce que c'est le projet qui tombe à l'eau ou est-ce que l'entraîneur ne fait plus partie du projet? C'est ça la question. D'abord, comment... Ça, c'est un long débat, mais je vais essayer d'être très très bref. Comment recruter un entraîneur? Quel est l'entraîneur qui sied à telle ou telle équipe? L'entraîneur qui peut convenir à la JSK ne peut peut-être pas convenir au Mouloudia. Tout comme celui du Mouloudia ne peut pas convenir... On est en train de revoir, le CRB a fait appel de nouveau à Paqueta. Paqueta qui était entraîneur il y a 2 saisons de cela et qui avait terminé champion d'Algérie. Il revient 2 ans après. Est-ce que Paqueta, dans son projet de jeu, à l'époque, avait réussi? Moi je pense que oui. Et puis il est débarqué en fin de saison, on ramène un entraîneur tunisien... Kouki, qui a également eu le championnat, il ne faut pas l'oublier. Enfin, ils ont tous eu le championnat, ça fait 4 ans qu'ils sont gagne le championnat. Et là, retour de Paqueta, est-ce qu'ils ont trouvé en Paqueta quelque chose de vrai? Moi, je pense que oui. Puisque quand on revoit un peu tous les matchs de la saison de Paqueta, c'est un entraîneur qui avait un sens du jeu extraordinaire, puisque en deuxième mi-temps, il réussit toujours à renverser la vapeur. Bon, ça c'est un exemple que je donne tout simplement. Paqueta, de toute façon, on va en parler, on va terminer juste avec... Ce Paqueta n'aurait jamais dû partir. Les amateurs, les supporters du CRB, ceux qui connaissent la maison, l'apprécient beaucoup. Même les spécialistes du football estiment que Paqueta n'aurait jamais dû quitter le CR Belouizdad. On va terminer avec Djilali. Djilali, tous les entraîneurs qui sont partis, leurs clubs ont gagné juste après. Alors, est-ce que parfois, Ben Chikha a déclaré je sens que j'avais plus grand-chose à donner, mon message ne passait plus dans le vestiaire. Est-ce que parfois, c'est une question faussement naïve de ma part, est-ce que parfois, quand des joueurs ont envie de divorcer avec leur entraîneur, ça arrive parfois que les joueurs ne veulent plus de l'entraîneur, le message ne passe pas, est-ce qu'ils lèvent un peu le pied? On voit l'USMA qui commence très mal, et puis subitement 3-0. Est-ce que ça peut arriver? C'est pas facile, Riyad, de gérer surtout un banc qui soit riche en individualité. C'est très important parce qu'il y a des joueurs qui jouent, il y a d'autres qui ne jouent pas, donc ça peut influer négativement sur l'état d'esprit du groupe. Donc je dirais que c'est un phénomène à la mode. Et le bouc émissaire, c'est bien sûr l'entraîneur. Donc on est à 11e entraîneur d'ici la fin de la phase aller. Peut-être tous les entraîneurs seront changés et on va battre le record. Donc, le record est déjà battu. De toute façon, le record est battu et on va continuer à parler de cette valse parce que ça va pas s'arrêter et on ne sait pas si c'est un problème de vestiaire, c'est un problème technique, c'est un problème de gestion, de direction de club qui choisissent un entraîneur pour commencer une saison et il s'arrête au bout de 4 semaines. Je pense que sur le plan technique ou tactique,
pratiquement tout, c'est universel. Tous les entraîneurs, pratiquement, ils travaillent sur ce volet-là. Mais beaucoup, c'est le volet relationnel, c'est le volet message qui ne passe pas entre les joueurs et l'entraîneur. Et c'est ça qui fait que le ressort soit cassé. Le ressort est cassé, j'aime bien. On va rester sur cette phrase, le ressort casse. Messieurs, on va continuer à parler de cette valse dans les prochaines semaines, dans Canal Foot ou dans Weekend Sport. Maintenant, place à l'événement. Ce sera demain, Algérie-Égypte, un des grands chocs du continent. Tout de suite, place à Team DZ. Alors, Jamel Belmadi pour le stage a convoqué de nouveaux joueurs. Gouiri, qui a fait sa première apparition face au Cap-Vert. Belloumi, qu'on n'a pas encore vu. Belloumi, mais il n'a pas le même prénom, hein, c'est pas le Khdar, c'est Bachir, hein, c'est ça. Belloumi qui n'a pas joué. Et puis Mohamed Bachir. Mohamed Bachir. Et puis Laroussi également, qui a remplacé au pied levé le joueur de Wolverhampton. On va d'abord regarder, messieurs, si vous permettez, le premier match face au Cap-Vert. On va regarder les meilleurs moments et les buts, et on revient pour en parler. La sélection nationale a rendu une copie parfaite hier lors de son premier test match de ce regroupement face au Cap-Vert, et les hostilités ont commencé très vite sans round d'observation. Un ballon mal négocié par le gardien du Cap-Vert, récupération de Slimani qui va transmettre à Riyad Mahrez, centre au second poteau pour Amin Amoura, contrôle et frappe du droit, 1-0 pour les Verts. Ça va aller très vite avec cette transversale de Attal pour Houssam Aouar qui signe son premier but en sélection. Superbe lobe, le gardien du Cap-Vert n'y pourra rien. Houssam Aouar qui va récidiver pour son doublé avec cette tête qui va battre à contre-pied le gardien capverdien. Gouiri également pour sa première sélection va malmener cette défense capverdienne et il bute sur le gardien. Les Capverdiens qui vont revenir à la marque sur cette superbe frappe. Mandrea n'y pourra rien. Le 4-1 ne va pas tarder. Superbe talonnade de Mahrez pour Zerrouki. 4-1 puis 5-1 avec ce penalty que va réussir à transformer Slimani, recordman des buteurs en sélection. Le 43e but pour le joueur qui joue en championnat brésilien, 5-1 avant d'affronter les pharaons d'Égypte. Les coéquipiers de Mohamed Salah sont avertis. Les coéquipiers de Salah sont avertis, mais ce n'est pas du tout le même calibre, ce n'est pas le même contexte, ce ne sera pas le même stade. D'abord, messieurs, je vais faire un tour de table, d'abord les techniciens. Votre avis sur ce premier match? Certains ont dit Cap-Vert est faible. Moi, j'ai trouvé quand même une cohérence dans le jeu offensif de l'équipe d'Algérie. Sincèrement, on s'attendait à une meilleure production de cette équipe du Cap-Vert. On en a déjà parlé, mais au contenu du match, je pense qu'il y avait une opposition un peu déséquilibrée. Il y a de 1 et de 2, ce n'est pas la faiblesse de l'adversaire, mais il y a aussi l'équipe nationale qui était dans son jour, je dirais, où elle a évolué avec un 4-1-4-1, une vocation beaucoup plus offensive, où il fallait bloquer cette équipe du Cap-Vert, parce que c'est une équipe... Certains ont dit 4-2-4, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense qu'ils ont joué avec un seul sentinelle, c'était Zerrouki, mais on perd du ballon, c'est tout le monde qui revenait défendre, mais beaucoup plus la vocation, elle était bien précise, c'est-à-dire il fallait acculer cette équipe du Cap-Vert dans son propre camp. Il fallait, parce que l'équipe capverdienne est très technique, qui fait sortir le ballon par derrière, c'est une équipe qui sait jouer de derrière. Donc il fallait bloquer toutes les issues et récupérer le ballon haut. Et c'est la démonstration, elle était là. C'est les 3 buts qui ont été marqués, c'était des récupérations dans la zone de cette équipe verdienne avec un pressing très haut. Et je pense que l'inspiration, la spontanéité et l'imagination des joueurs a fait la différence en première mi-temps. Abdel Okawa, qu'est-ce que vous avez remarqué de nouveau, s'il y a du nouveau à remarquer dans ce match? Vous avez parlé d'abord d'Amoura tout à l'heure dans vos 3 points, mais il y a d'autres points quand même. Bien sûr, c'est un peu la santé de nos attaquants. Moi je rigole quand on commence à parler d'organisation de jeu en 4-1, 4-1, 4-2. C'est moi qui en parle, donc vous pouvez rigoler quand je dis ça. Je rigole pas pour ça, non. Tout ce que je voulais dire, c'est que c'est une organisation de départ. Nous sommes placés pendant
au coup de sifflet Pas seulement au Mais départ. attendez. C'est le choix des joueurs aussi. Non, mais attendez. Souvenez-vous de l'entraîneur, pardon. Mais après, Souvenez-vous il y de a- l'entraîneur du PSG en Champions League, l'Espagnol, comment il s'appelle son nom va me revenir. Il a aligné un 4. Luis Enrique qui a aligné un 4-2-4 face à l'équipe anglaise. Quand vous mettez un et qui l'emporte. Après, il Je vais vous donner un s'est exemple. fait descendre par la presse, Je vais vous par la donner- presse locale. Je vais vous donner un exemple tout bête. Nous sommes en 4-2-4. Vous avez deux joueurs de flanc, deux attaquants de flanc. De couloir. Quand ils reviennent au milieu, ça fait un 4-4-2. Quand on a ces deux joueurs, on les laisse devant, il y a deux attaquants, un des attaquants qui revient, ça fait un 4-3-3. Oui, c'est évolutif. Non, voilà, c'est évolutif. système de Ce que je départ. voulais, il y a le système de départ. départ. Après, il y a l'animation dans le jeu. Dans ce match-là contre le Cap-Vert. le Cap-Vert, il y avait une animation extraordinaire. On a vu des attaquants se donner à fond. On a vu Amoura défendre, on a vu Mahrez défendre. Moi, je rigole quand j'entends dire que le Cap-Vert n'est pas une bonne équipe. Je suis désolé, c'est une équipe qui joue bien au ballon. On a su comment les contrer, comment récupérer les ballons dans leur camp et marquer des buts. Marquer 5 buts à une équipe comme celle du Cap-Vert, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, la preuve, ils avaient fait match nul contre le Maroc. Donc c'est une équipe qui fait partie des 20 meilleures équipes africaines. Ouais, c'était un choix judicieux de Belmadi. Juste terminé, ensuite je donne la parole à Mohamed. Donc ça, c'est... Vous inquiétez pas, la parole va tourner autour de la table. Moi, le match du Cap-Vert maintenant fait partie de l'histoire du football, de notre équipe nationale. Il y a un match qui est... Non, mais chaque match d'application, on en retire des leçons. Mais bien sûr. C'est ma question pour vous. mais bien Qu'est-ce sûr. qu'on retire de ce match? Ah ben, d'abord, l'excellente santé de nos attaquants. On a vu sur l'ensemble du match, les défenseurs étaient pratiquement tranquilles. On a vu on a été conquérant, marquer 5 buts, c'est pas évident. Bon, il y a eu la satisfaction tout d'abord de Amoura, deux buts quand même de Awar, un Gouiri qui rentre et qui donne quand même satisfaction. Donc moi de ce côté-là, moi je pense que à un moment donné, on commençait à se poser la question de savoir si on avait des joueurs assez capables de pouvoir marquer des buts. Aujourd'hui, on l'a. Donc c'est déjà... Parce qu'on oublie vite, mais ça fait longtemps que l'attaque était un peu en panne. bien On ne marquait sûr, pas beaucoup bien ces sûr, derniers matchs. Mais bien sûr. Donc de ce côté-là, moi je pense que nos attaquants ont une très bonne santé et ils peuvent encore donner beaucoup plus. Ouais, bien aussi. Oui, mais alors moi je rejoins Abdennour quand il dit on pensait que certains ont dit que le Cap-Vert était une équipe faible. Mais non, pas du tout. Le Cap-Vert est un pays de football. Moi j'ai été à Praia. C'est un pays qui fraude. Vous savez que la plupart, c'est des joueurs qui jouent au championnat du Portugal. Vous savez que le Cap-Vert, l'archipel du Cap-Vert... Le buteur, jeudi, joue au Celta Vigo. C'est l'Eldorado des Portugais. Très beau pays. Il faut voir que j'ai été du temps, il y avait Michel Cavalli. On a fait 2-2 avec la grande équipe nationale. Ballon sur le poteau, et ils nous ont bloqué la route pour la qualification. Et comme le disait Abdennour, ils ont été faire match nul 0-0 à Marrakech contre le Maroc, s'il vous plaît. Donc, je pense que cette année, les Algériens sont contents en tout cas de renforcer notre équipe nationale. Faroulé, Mahrez et toute la clique, et ben, nous avons la chance d'accueillir deux pépites, qu'on le veuille ou non. C'est Gouiri qui a fait les beaux jours de l'OGC Nice et qui est au Stade Rennais maintenant, mais aussi Awar. Écoutez, on se frotte les mains, tant mieux pour l'équipe algérienne. Il y a une nouvelle génération qui prend le relais et je peux vous dire que ça va faire mal, et c'est pour ça que nous attendons avec beaucoup de curiosité ce match test contre les pharaons d'Égypte. On le verra bien évidemment demain soir. Juste deux points soulevés. Bon, Abdennour a parlé tout à l'heure de l'animation de départ. Certes, il y a une animation de départ, mais il y a cette flexibilité tactique. Il y a cette adaptabilité sur le plan tactique. On peut s'adapter à n'importe quelle tactique, soit la nôtre, soit celle de l'adversaire. Ça peut se faire en 90 minutes, on peut changer. Est-ce que Belmadi, il a changé pendant le match? Oui, pendant le match. C'est ça le football moderne. C'est ça, faut savoir s'adapter à toutes les situations, de un. Et de deux, Mohamed et Abdennour, ils ont parlé pas de la faiblesse du Cap-Vert, non. C'est une équipe très joueuse, c'est une équipe qui fait sortir le ballon de derrière sans s'affoler. Ils sont bons techniquement. Techniquement, mais il manque d'agressivité dans le jeu. Ils sont défaillants sur les duels. Peut-être qu'on les a un peu assommés avec le 3-0. Après, ça coupe les jambes aussi. Hein. Mais ça, ce qu'on a constaté, c'est que c'est des joueurs qui manquent d'agressivité dans le jeu, qui
peut-être ils sont défaillants sur les duels aussi. Ils ne gagnent pas beaucoup de duels. C'est le jeu un peu lusitanien, brésilien. Ils sont naïfs, c'est un football total, un peu technique. Exactement. Ils sont pas dans l'agressivité. Ça rentre un petit peu dans la naïveté dans le jeu. C'est ça qui a fait des fois cette équipe du Cap-Vert. Alors, messieurs, donc. Je voudrais juste dire 2 mots sur Amora. C'est la nouvelle révélation de l'équipe nationale. Rappelons, technicien. Moi, je trouve que c'est un phénomène. Technique en mouvement, contrôle orienté. Il me fait rappeler, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Alain Giresse. Moi, il me fait rappeler, je ne sais pas, ça va pas nous rajeunir, même période. Moi, ça me rappelle Lidbarski. Il était de l'autre côté. Mais petit lutin, très bon techniquement. Ça m'a fait rappeler. Surtout son petit dribble, les petits ponts juste après, ça m'a fait un peu rappeler Lidbarski. Le même profil, Alain Giresse, du temps de sa splendeur en équipe de France. Petit rappelot, centre de gravité, malin, et je peux vous dire qu'on va se régaler avec cet artiste. L'homme du match, à votre avis? Pour moi, c'est Amora. C'est la révélation de ce jeu. Amora et Aouar, il claque un doublé pour son deuxième. Vous avez raison. Et puis Houssam Aouar, on a l'impression, même s'il a pas, il a beaucoup agi sur le jeu. C'est peut-être le nouveau meneur de jeu qu'on attendait depuis longtemps. Il est encore très loin de sa forme. Hein. Mais il a un peu secoué Mourinho, il faut dire. Ce qu'il a apporté, il l'a bien fait pendant ce match-là. Mais moi, vous étiez en train de parler de Amora. Amora, pourquoi aller chercher des joueurs à l'étranger? Nous avions des joueurs à l'image. Moi, à quelque chose près, hein, c'est un peu le même gabarit que Aïssa Draoui, bon, c'est pas les mêmes qualités, mais il n'en est pas loin. Hein. Il y a un petit jeune à l'USMA qui est pas mal aussi. Ouais. Vous l'avez vu lors du match hier avec Lahaj. C'est une petite perle aussi. Également. On va en parler tout à l'heure. Donc, pour revenir un peu on est en train. Allez, moi je vous laisse, vous lui passez la parole après, comme ça il n'y a pas de jaloux. En parlant d'Amora, c'est un des joueurs que nous découvrons. Parce qu'il y en a encore, hein. Et c'est ça l'avantage de notre équipe nationale. Il y a un moment donné, on commençait à se poser la question à quand c'est ce renouvellement. Mais il n'y a pas que le talent, Abdelnour. Et vous êtes en tout cas garant de ce que je dis, vous me corrigez si je me trompe. Il n'y a pas que le talent, il y a aussi la capacité, on le voit à moi à l'image, la capacité et la force mentale de l'exprimer. Il faut avoir aussi du caractère. Il y a certains joueurs qui sont très bons, Mohamed Haouchine, et une fois qu'on leur donne leur chance, ils sont muets. On a vu Amora, on va voir si par exemple Belloumi peut profiter de cette chance. Amora, ça fait un peu plus d'une année qu'il est en équipe nationale. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de. Mais des titularisations, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais les apparitions qu'il avait faites en équipe nationale, il a toujours été au top. Hein. D'ailleurs, actuellement, actuellement, il fait le bonheur de l'Union Saint-Gilloise, qui est un bon club belge, la banlieue de Bruxelles. Sincèrement, et je peux vous dire que le club belge a fait une bonne affaire avec. Alors moi j'ai pu... Pardon. Pour l'équipe nationale maintenant, 2 grosses pointures. C'est Gouiri et Aouar, s'il vous plaît. Quand Aouar dit « ce n'est pas une option par défaut, je ne suis pas fin de carrière pour venir en équipe algérienne. C'est un appel du cœur. C'est mon pays. » Ça c'est beau à savoir. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, quand les Tunisiens ont fait naturaliser 2 Brésiliens pour jouer en équipe nationale. Le Qatar, la même chose. Mais nous, ce sont des enfants, nos ancêtres sont algériens, ce sont nos enfants, et c'est beau à savoir, c'est l'appel du cœur. Je suis venu défendre les couleurs de mon pays. Il a tourné le dos à l'équipe de France, ce qui a été très mal vu du côté. Pareil pour Gouiri. Djilali. Riyad, la qualité technique individuelle existe, la qualité technique collective existe. Donc la différence, elle se fait. Soit l'intelligence, la différence, c'est l'intelligence dans le jeu, c'est très important, et l'imagination dans le jeu. C'est ça que la force de Gouiri et de Aouar, ils ont 2 facultés très importantes. Voilà pourquoi aussi je parlais du mental. Il y a des joueurs qui ont du caractère. Je me souviens, par exemple, d'un joueur, un grand joueur techniquement, souvenez-vous, Hadj Issa, qui jouait à Sétif. Je me rappelle d'un voyage que j'avais fait avec l'équipe nationale, je ne me rappelle plus dans quel pays d'Afrique c'était, et j'ai vu un joueur, et on le salue, hein, Hadj Issa, qui est à peu près dans le même style. À peu près dans le même style, mais il y a une question de caractère. Il était très timide, timoré, un peu retiré. C'est important le caractère aussi pour s'imposer dans une équipe. La différence... Bon, on parle de Hadj Issa, on peut parler également de Djabou. Par exemple aussi. Je vais faire rajouter Abdelhamid Salhi. Non, je parle de ces joueurs-là. Quand on compare à Amora a eu la chance de partir très jeune en Suisse.
Chose que Hadja Issa ou que Djabou n'ont pas eu cette chance-là. Donc, même Djabou, on a vu, Djabou serait parti très jeune en Europe. Il aurait peut-être pu s'adapter. Il est parti trop tard, il n'a pas pu s'adapter. D'accord. L'avantage de Amoura, c'est qu'il a sa jeunesse et qu'il a une marge de progression extraordinaire, ce gosse-là. Moi, je pense qu'il a aussi l'intelligence, il a envie d'arriver très haut, il connaît ses capacités, il ne doute pas de ses capacités. Et moi, je trouve, et je le salue, je l'ai vu, moi, avec les supporters de son club, là, comment il s'appelle, son club belge L'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise. C'est Saint-Gilles. Il s'est très vite adapté, il a fait des clips de promotion avec le club. C'est peut-être encore un club transitoire pour lui. Ouais, eh bien, figurez-vous que j'ai entendu des techniciens français, pour ne citer que cela, et italiens, qui cherchent d'habitude des petites perles au niveau du Brésil, eh ben, ils se disent qu'ils ont raté le coche avec une petite perle qu'ils ont découvert, c'est Amoura. Ils auraient aimé le ramener en Italie ou en France, parce que lui, il est vraiment... comment dire, il est en haut de la pile, quoi, en haut de la... Et là, je pense qu'il va changer de club très bientôt. De toute façon, tous les joueurs, toutes les pépites africaines, que ce soit algérienne ou africaine, transitent par le championnat suisse ou belge. C'est un tremplin pour eux, pour figurer dans de grands clubs. Et pourquoi pas. Alors, messieurs, voilà, on a été dithyrambique pour Amoura. On va pas lui porter l'œil, comme on dit. On espère qu'il ira très loin. Et on en a besoin, hein, parce que s'il faut aller en finale de Coupe d'Afrique, dans une Coupe d'Afrique qui sera très relevée, c'est ce que me disait Djilali à la rédaction tout à l'heure. Il m'a dit que ça sera peut-être une des Coupes d'Afrique au niveau technique les plus relevées. On va parler du collectif. Alors, il a le choix du roi un peu, Belmadi. Il a un super banc de touche. Est-ce que c'est pas un peu difficile après de choisir? J'ai vu une déclaration de Belmadi où il a dit « Je serai obligé de toute façon de me séparer de certains. J'espère qu'ils m'en voudront pas, mais ce sera vraiment difficile de choisir les 23. » Ça va 23 ou 24. Kawa et ensuite Djilali. C'est toujours très très difficile à la veille d'une compétition officielle de pouvoir faire un choix définitif. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont passer à la trappe, à la trappe entre guillemets. Mais moi je pense que Djamal, depuis qu'il a pris cette équipe nationale, a toujours fait les meilleurs choix qui s'imposent. Peut-être à un ou deux joueurs près, mais ce que je peux dire pour cette Coupe d'Afrique et les éliminatoires de la Coupe du Monde, aujourd'hui effectivement, il y a de la qualité. À un moment donné, on commençait à se poser la question de savoir qui va être défenseur gauche, qui va être dans l'axial, qui va être... Aujourd'hui, on a le choix. Devant, c'est la même chose. Milieu de terrain, c'est la même chose. Si on récupère maintenant Benasser, on récupère peut-être... on parle de lui vers le 18-20 octobre, retour au Milan. Hein. Bon. Retour à l'entraînement. Tout ça, c'est des points positifs pour notre équipe nationale. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir faire un choix. Et automatiquement, il y a des joueurs qui seront sacrifiés. Mais moi, je pense qu'il prendra les 23 meilleurs joueurs du moment. Djilali. Je dirais, sur le plan effectif, peut-être on a de la qualité meilleure qu'en 2019. Oui. Maintenant, reste... Moi, je pense qu'on a peut-être le plus bel effectif qu'on a jamais eu. Même s'il n'a encore rien gagné, c'est un très bel effectif. Oui, de 1 et de 2. Concernant la liste, Riyad, je pense qu'il va chercher la polyvalence dans les postes, de 1. Et de 2, comme il l'a dit tout à l'heure, Abdelnour, c'est les joueurs en forme du moment. Donc d'ici la Coupe d'Afrique, on ne peut pas savoir ce qu'il y aura. Est-ce qu'il y aura des blessés, est-ce qu'il y aura des joueurs en méforme? Mais pratiquement, à 90%, il a l'effectif en tête. Et puis, avant de te donner la parole, Mohamed, il va y avoir encore un rendez-vous en novembre, qualification de Coupe du Monde. Et puis, on l'a dit, on parlera tout à l'heure du tirage au sort de la CAN. Il va y avoir aussi un prestage avant. On parle de Guinée. On parle de 2-3 matchs amicaux. On parle de Guinée équatoriale ou Ghana, ou plus Guinée, avec peut-être deux ou trois matchs où on pourra déjà tout peaufiner. Oui, Mohamed. Je pense que Djamal Belmadi n'a que l'embarras du choix, et c'est tant mieux en tous les cas. Quand vous avez des remplaçants de luxe comme Saïd Ben Rahma,
Boudaoui, le petit Bouanani, on l'a oublié aussi, excellent Chaibi. joueur. Chaibi, mais vous savez, c'est ton Banani, c'est vrai. les qu'on a- deux, Banani, les deux c'est vrai qu'on latéraux a sont oublié. incontestables. Je suis content que Youssef Attal soit revenu. Besbaini à gauche, avec sa promotion au Borussia de l'axe, ou Dortmund, dans l'axe. c'est de la classe. Il Avec reste au Nouri, niveau de l'axe, avec bon, Nouri, avec Mendy, avec Nouri, tout bas. Maintenant, il paraîtrait que demain, il va essayer la Rossi à côté de Mendy. On verra. C'est une curiosité pour moi, j'aimerais le voir. Ah, aussi, oui. Voilà, on cherche, oui, au niveau de l'axe central. Bon, maintenant, il reste le problème du gardien de but. Mandrea, Zorba, Bonbot, pourquoi pas. On cherche, j'espère qu'on trouvera. Alors, le messieurs, je gardien vous redonne idéal. plus la parole. On va se projeter sur le match face à l'Égypte. Si vous voulez avoir quelques petites statistiques sur ce... Allez, c'est peut-être un des plus beaux derbys du continent. Il y a toujours quelque chose... Allez, je vais le dire dans le sens sportif du terme. Attention, nos amis égyptiens qu'on adore et qu'on salue. On pourra peut-être passer des petits extraits. On pourra peut-être passer l'extrait de l'émission, mais avec des sous-titres en arabe. C'est nos amis, ce sont nos frères. Il y a toujours de la passion, de l'électricité dans l'air. Mais en tout cas, il y a deux grandes nations du football. Et puis les Égyptiens, ils ont tout gagné sur le continent. On va regarder cette présentation de cette Algérie-Égypte ou Égypte-Algérie. C'est un terrain neutre. C'est pas le souci. Et on revient, messieurs, pour déjà se projeter sur ce match de demain, 17h à La Haine, aux Émirats Arabes Unis. Dans sa logique de préparation avant d'entamer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Djamel Belmadi veut mettre ses poulains dans les conditions des grands rendez-vous africains. Après le Sénégal à Dakar en septembre dernier, le sélectionneur national a choisi d'affronter un autre géant d'Afrique, l'Égypte, qui est la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe, en remportant 7 fois ce tournoi. Lundi soir, au stade de l'Ain, aux Émirats Arabes Unis, les Verts affronteront les coéquipiers de Mohamed Salah au grand complet, un sparring partner qui voudra aussi se jauger avant le rendez-vous ivoirien. Lui qui a buté lors de la dernière Coupe d'Afrique en finale sur des lions de la Teranga imbattables à l'époque. Pour Belmadi, il ne pouvait y avoir meilleur adversaire pour hisser le niveau de jeu des Verts. Finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, ils ont été jusqu'au play-off, ils ont pour la Coupe du Monde perdu au penalty. L'Égypte, c'est peut-être l'équipe la plus titrée d'Afrique sur les Coupes d'Afrique. Donc, بينا باللي منافسة قوية, c'est ce qu'on recherche. 24 confrontations entre les deux équipes ont eu lieu depuis l'indépendance. L'Algérie est devant au bilan comptable avec 8 victoires et un match gagné au pénalty. Grande victoire pour les Verts en 84. L'Égypte, elle, a réalisé son meilleur score, c'était en 2001, un score de 5-2. Ce derby revêt beaucoup d'intérêt. Outre une revue d'effectifs, avec l'incorporation des nouveaux arrivés, Gouiri et les Laroussi Belloumi qui n'ont pas encore vécu leur première sélection, il y a cette rivalité et suprématie à mettre en évidence à chaque fois que les deux nations se croisent. Ce qui donnera à ce match amical, entre guillemets, des allures de match officiel. Côté supporters, il y aura un avantage certain pour les Égyptiens qui avaient déjà envahi le stade olympique du Roi Fahd à Taïf, en Arabie Saoudite, lors de la finale de la Supercoupe. L'USMA en sait quelque chose, mais ce sera un bon test dans l'adversité pour les Verts. Si les coéquipiers de Mahrez ont déroulé face au Cap-Vert en fin de semaine dernière 5-1, les Pharaons, eux, se sont imposés en amical face à la Zambie 1-0 grâce à Hamdi Fethi, c'était à Abu Dhabi. La question qui reste encore sans réponse à 24 heures du match, Belmadi osera-t-il un agressif 4-2-4 devant les Pharaons comme à Constantine ou sera-t-il plus prudent et moins gourmand? La réponse demain aux alentours de 19h. Alors messieurs, est-ce que vous répondez à ma question? Est-ce qu'il sera gourmand, Belmadi? Moi j'ai dit 4-2-4, Djilali a dit 4-1-4-1, mais c'était une équipe ultra offensive face au Cap-Vert. Est-ce que, à votre avis, messieurs les techniciens, vous êtes notre phare dans l'obscurité du football que nous aimons tant, est-ce qu'il va être aussi gourmand ou il va changer complètement de dispositif? Vas-y. Djilali, ensuite Abdelman. De un, Riyad, c'est que, comme vous l'avez bien cité dans le reportage, c'est qu'il y a toujours cette rivalité et ce problème de suprématie. Il y a un match, c'est un derby particulier. Oui, de un. Et de deux, Riyad, cette équipe égyptienne, elle est là où l'attend le moins. Donc c'est une équipe qui reste toujours
coriace, très costaud, même si elle ne fait pas le jeu parfois, mais elle subit, mais à tout moment, ils peuvent marquer. Ils ont perdu contre les Tunisiens. Face à la Zambie jeudi, un but à 0. Même si face aux Tunisiens, ils n'étaient pas au grand complet. Le Ali était absent puisqu'il jouait la finale de la Supercoupe. Là, ce sera vraiment les pharaons au grand complet. Oui, de toute façon, il va y avoir un grand volume de jeu de 1. Il va y avoir de l'intensité et de l'engagement. Duel physique. Il va y avoir une bataille au milieu de terrain. Et je pense que l'équipe égyptienne, toujours, elle subit, mais lorsqu'elle sort, par contre, elle est très dangereuse. Donc, tous ces paramètres sont pris en considération par Belmadi. Le Nord. Chaque match a ses spécificités. Hein. C'est vrai que les matchs Algérie-Égypte ont toujours été de grands matchs. Hein. Moi, je me rappelle de certains matchs, principalement en 80, plutôt en 2000. Le Sénégal, d'ailleurs, nous doit une fière chandelle pour avoir participé en Coupe du Monde 2002. On avait fait match nul 1-1 contre l'Égypte à Annaba. Et si l'Égypte nous avait battus, ce serait eux qui seraient partis en Coupe du Monde. Donc ça a toujours été des matchs très très compliqués. But de Messaber, je crois, si je me souviens. Non, c'était pas Messaber, c'était... Oh, je m'en rappelle. Ça va me revenir, allez-y. Bon, ce que je voulais dire par là, ça a toujours été des matchs très intéressants à suivre. Bon, l'Égypte fait partie de... C'est un peu le monument en Afrique, hein. Même si, en revoyant un peu les scores des matchs que nous avons joués l'un contre l'autre, on est légèrement favorisé par rapport à nos résultats. Mais là, c'est un match d'abord qui rentre dans le cadre d'une préparation. Moi, je ne tiendrai pas rigueur à 100% de la réussite ou pas de ce match-là. Moi, le plus important, c'est que ça fasse partie d'un match de préparation qui rentre dans la préparation de la phase finale de la... Mais c'est ce que veut Belmadi, hein. Après le Sénégal. Voilà. En fait, ce qui n'a pas été dit dans le sujet, c'est que Belmadi a joué les deux finalistes de la dernière CAN. On a joué le Sénégal à Dakar, et là, on joue le finaliste qui a perdu face au Sénégal, c'est-à-dire l'Égypte. Donc, il monte la barre très haut, quoi. Mais c'est tout à fait logique. Je crois que, bon, quand on revoit un peu... Il y a une question également de suprématie. Vous savez, quand on revoit un peu les pays du Maghreb, l'Algérie a quand même une place... Un statut à faire respecter. À faire respecter. Il ne faut pas oublier qu'on le veuille ou pas, on a été quand même vainqueur de la Coupe d'Afrique 2019. En Égypte. Et où, s'il vous plaît, en Égypte, bien sûr. Et bon, ce qu'il faut dire également, c'est que ça fait très longtemps que nous n'avons pas joué contre l'Égypte, hein, mis à part le fameux match de Omdurman en 2010, on n'a pas eu de match contre le... Il y a eu un aperçu de derby, mais on l'a perdu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était la Coupe arabe à Doha. On a joué l'Égypte. Oui, mais la Coupe arabe, c'est pas la même chose. Mais ce dont parlait Djilali, cette rivalité, elle est toujours là. C'était un match intense. Je me rappelle, il y a même eu une expulsion, je crois, l'ancien joueur. Je crois que c'était. Ça s'est joué sur. C'est un joueur du Paradou. Je ne sais pas qui c'est qui a été expulsé. Ça s'est joué sur. C'est Titraoui, je crois, qui a été expulsé. Oui, mais ça a toujours été des matchs très 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 disputés. Hein. On revoit un peu tout l'historique des matchs Algérie-Égypte. Cette fois-ci, c'est vrai que l'Égypte, ce n'est plus l'Égypte que nous avions connue qui dominait à fond le football africain. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à égalité de jeu. Hein. Voire un peu plus au-dessus. Hein. Parce qu'on a l'impression que Salah est orphelin un peu dans cette équipe. Tout à fait. De toute façon, Djilali l'a si bien dit. L'Égypte s'illustre là où on l'attend le moins. L'Égypte reste l'Égypte. Et c'est pour ça que moi j'estime que ce match Algérie-Égypte est un match test par excellence pour l'équipe algérienne, dans la mesure où l'Égypte, récent finaliste en Coupe d'Afrique contre le Sénégal, qui était la meilleure formation de l'époque au niveau africain. Et ils ont fait trimballer les Sénégalais, ils ont été aux prolongations, tir de pénalty, où l'Égypte aurait pu l'emporter. En fait, ils n'ont pas perdu la finale, quoi. Dans le jeu, il y avait deux séries de tirs de pénalty. Ça reste, oui, deux séries de pénalty. Ça reste une référence, les Égyptiens, mais je pense que je suis heureux qu'on ait droit à un tel match test, un match de référence face à l'Égypte. La seule différence, Mohamed, la seule différence dans ce match-là, c'est que nous avons des joueurs que nous sommes en train d'essayer au fur et à mesure. Par rapport à l'Égypte, qui, elle, est pratiquement au complet. Elle a son ossature. Elle a son ossature depuis toujours. Bon, maintenant, est-ce que ces joueurs-là
les nouveaux joueurs, hein, parce que moi je pense que Belmadi habituellement, quand on revoit un peu le stage précédent, on avait joué à la qualification de Coupe d'Afrique. Et Tanzanie, ensuite Sénégal. Ensuite Sénégal. Contre la Tanzanie, il avait mis que des remplaçants. C'est-à-dire une deuxième équipe. Et contre le Sénégal, là, contre le Cap-Vert, il a mis quand même une équipe assez compétitive. Moi, j'estime que si l'Algérie va battre le Sénégal à Dakar, ce qui est une référence, puis ce festival offensif contre le Cap-Vert, et si l'équipe algérienne venait à confirmer demain contre l'Égypte, c'est bon pour le moral. Bien sûr. C'est bon pour les deux, messieurs. Je vous donne la parole, Gilles et tous après. C'est bon pour les deux parce que j'ai fait un petit peu, j'ai utilisé la zapette et j'ai fait un petit peu le tour des broadcasts égyptiens qui sont aussi, ils sont très fans de foot sur les différents plateaux. Alors ils sont un peu déçus de leur sélection, je vous avoue. Et les journalistes et les supporters, ça veut dire qu'ils les attendent au tournant. Donc, vous parlez tout à l'heure des Égyptiens qui peuvent nous surprendre quand on s'y attend le moins. Les Égyptiens ont besoin et de se rassurer et de rassurer aussi leurs supporters. Ils ont besoin de se renforcer avant d'aller en Coupe d'Afrique des Nations. Riyad, ce que je veux dire, c'est que le plan de jeu qui va être mis en élaboration, qui va être mis en conformité des deux équipes, ça va être en fonction des points faibles et des points forts de chaque équipe, de 1. Et de 2, je pense que c'est la qualité technique individuelle dans ces matchs peut faire la différence. Et je sais que probablement, ça va se jouer sur des détails. Alors, on va aller un peu plus profond dans le jeu, messieurs. On a parlé des faiblesses et des forces de chacun. Comment on va les jouer, les équipes? Est-ce qu'il va y avoir un plan anti-Salah? Est-ce qu'on va sur Karaba, par exemple? Est-ce qu'on va faire du marquage à la culotte? Ou est-ce qu'on va jouer notre jeu? À votre avis, comment on va jouer? L'idéal, bien entendu, ça serait d'imposer notre jeu. Maintenant, tout en faisant attention aux... Vous savez, Belmadi a une qualité que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas. À chaque fois qu'il joue un match, il connaît toute la composante de l'équipe adverse, les différents plans de jeu. Donc il s'adapte un peu à tout. Depuis qu'il sait qu'on joue l'Égypte, je pense qu'ils a dû les regarder. C'est certain. Maintenant, mettre un plan qui puisse convenir, d'abord pour les contenir, tout d'abord, et puis ensuite pouvoir développer notre jeu. C'est ça qui est le plus important. Parce que si c'est pour uniquement les contenir et puis rester derrière, donc moi je pense qu'on va quand même imposer notre style de jeu et aller vers l'avant. D'ailleurs, c'est une des qualités de notre équipe nationale. On aime faire le jeu. On ne sait pas défendre à 100%. Pour défendre, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, tout simplement. Riyad, dans le football moderne, il y a une chose très importante, c'est que maintenant, au lieu de défendre son but, il faut aller récupérer le ballon chez l'adversaire. C'est ça le football moderne. Donc, Belmadi a essayé d'inculquer cette façon de jouer à ses joueurs. Donc, il est en train de travailler beaucoup sur cet aspect. C'est une bonne équipe, c'est l'équipe où elle subit le moins et elle est apte à aller chercher le ballon dans le camp adverse. C'est ça qui est en train de faire inculquer et de faire passer le message à ces joueurs. J'estime que ça va être une grande bataille tactique entre les deux équipes, dans la mesure où l'Algérie est connue pour son jeu technique, ce qu'on appelle généralement le jeu à l'algérienne, en déviation, assez court, etc. Alors qu'en face, l'Égypte, c'est un peu plus costaud sur le plan physique. Il vous impose. C'est plus anglo-saxon, je vais dire. Il vous impose un rythme infernal. De l'impact physique. Personnellement, mais je me frotte les mains, j'attends avec impatience demain, dans un très beau stade de Ain. Je rappellerai d'ailleurs à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir avec beaucoup de nostalgie que notre compatriote et ami Khalef Mahidine a entraîné une Ain à l'époque. On le salue, on coucou ce soir. Il avait comme adjoint notre regretté ami et frère Nordin Saadi à l'époque. Et je peux vous dire que c'est un beau stade. Donc tous les ingrédients sont réunis pour avoir une belle affiche demain
en direct pour tout. D'ailleurs, même Belmadi connaît le stade. Hein. Il a joué je crois, les compétitions du golf. Il était entraîneur du Duhail, je crois. Il a joué dans Même ce stade. lorsqu'il était sélectionneur du Qatar. Donc Il a joué là-bas. On va aller plus loin. On va continuer à parler de ce match face à l'Égypte. Il y a beaucoup d'équipes avant le tirage au sort. On va en parler dans quelques instants du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, qui ont organisé des matchs de matchs amicaux et ils se retrouvent par là même après le tirage. Ils se retrouvent dans le même groupe de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'Égypte avec nous dans notre groupe. On va en parler tout à l'heure. Il y aura notamment le Burkina de Vélud, la Mauritanie et l'Angola. Mais l'Égypte, il n'est pas dit qu'on ne va pas le retrouver sur notre parcours. Après, Inch'Allah, notre qualification au premier tour, on va le retrouver au quart, au demi, et pourquoi pas en finale. Les Égyptiens Dans le deuxième tour, on va retrouver soit le Sénégal ou le Cameroun. Le groupe de Sénégal, Cameroun et Guinée, je crois. Ou alors plus loin. Donc, parfois, est-ce qu'on cache notre jeu? Est-ce qu'un match amical ne ressemble pas à un match officiel? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Vous savez, quand on joue, ça reste quand même un match de préparation. Ça, c'est certain. Donc, dans le jeu, quand on fait un match international, de ce niveau-là, hein, je dis bien de ce niveau-là, on ne peut pas cacher notre jeu. On est transparent, tout se voit. Absolument, tout se voit aujourd'hui, hein. Que ce soit un match amical, un match officiel. Donc moi je pense que un match comme celui-ci, tout à l'heure Touzi avait dit que comment attaquer, comment récupérer. Vous savez, il y a deux situations dans le football. Quand on n'a pas le ballon, comment le récupérer, et quand on a le ballon, comment on perd et en possession. Voilà, on perd et en possession. Donc si jamais on arrive à récupérer le ballon très très vite et à jouer très très vite devant, je pense qu'on peut faire la différence. Maintenant, si jamais on doit se contenter de voir les Égyptiens, de les attendre tranquilles et puis essayer de développer le jeu, ça va être un peu plus difficile. Faut pas subir. Avant de revenir vers vous, j'ai une question qui concerne vraiment Abdelnour. Tout à l'heure, Touzi a parlé du numéro 1 qui, en tout cas après les préparations, qui sera numéro 1 sur la ligne de but, dans les cages. Quel est votre favori si vous avez des notes à donner aux trois gardiens? Il y a Mandrea, il ne faut pas oublier. Beaucoup lui reprochent le but qu'il a encaissé contre le Cap-Vert. Superbe frappe en tout cas. Voilà, c'est une super frappe, il était gêné. Il y a eu même une hésitation de Zaloré qui, au lieu d'aller vers le ballon, a tourné le dos. Donc c'était un but assez difficile. Mais il ne faut pas oublier le match que Mandrea a fait au Sénégal. Oui. Donc Mandrea n'est pas à présenter aujourd'hui, mais pour moi, c'est le numéro 1 aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Pour vous, c'est Mandrea. Hein. Absolument. Donc vous mettez une pièce sur Mandrea, on va la garder cette émission. Écoutez, on verra après. Non, mais Riyad. Mohamed, si vous avez des questions... Juste pour terminer. Oui. Il est temps d'avoir un gardien de but. Il faut un numéro 1. C'est ce que je voulais dire. Donc, on se pose la question, après la retraite de Mboulhay, on se dit, la cage après Mboulhay, c'est le grand vide. Et je pense que Mandrea a fait l'unanimité. Vous l'avez si bien dit. Ce match référence contre le Sénégal, il a été impeccable. Il a donné de l'assurance pour la cage algérienne. Et c'est tant mieux. Contre le Cap-Vert, il n'a absolument rien eu à faire. Mais est-ce que je vais vous donner la parole, Gilles. Est-ce que ça existe vraiment? Moi, j'aime bien l'expression en arabe, Sambar Plasto. J'aime bien cette expression. Écoutez, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on peut, sur un match, marquer l'esprit de l'entraîneur? J'étais en équipe nationale avec Mboulhay pendant plus de 3 saisons et demie. Et à l'époque, Mboulhay avait été sans club pratiquement. Hein. Il a joué un peu en Russie, il s'est arrêté, il s'est arrêté, il a été aux États-Unis, il s'est arrêté. Il ne faut pas oublier qu'il a joué une Coupe du Monde de 2014 sans club pratiquement. Et il a été un des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. Il était parmi les meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est vrai qu'il vient de signer au CRB. Il est en train de reprendre progressivement. Mais là, il y a une échéance qui arrive dans quelques semaines. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il va être prêt d'ici là. Mais pour moi, aujourd'hui, le numéro 1, c'est Mandrea. Tout simplement. Gilali. Moi, je parle peut-être un petit peu de l'organisation de demain. Je dirais un plan de jeu qui est clair pour les deux équipes. Donc il va y avoir une équipe qui va
essayer de jouer la possession et essayer de jouer la maîtrise, c'est notre équipe nationale. Ils vont essayer de faire le jeu. L'équipe égyptienne, elle va attendre derrière et elle va procéder par contre. Et beaucoup plus dans la même configuration que la première mi-temps contre le Cap-Vert. Là, on va essayer de presser haut. Et en contrepartie, parce que le football moderne, c'est presser et contre-pressing. Il y a le pressing et le contre-pressing. Donc on va essayer même d'empêcher cette équipe égyptienne de sortir de derrière. Alors, je ne sais pas si vous avez été concentré dans le sujet. À un moment donné, on parle, et je parle du public. En finale de la Supercoupe, c'était en Arabie Saoudite, le stade était, 90% pour les Ça va être le Égyptiens. même cas. Hein. Ça va être le même cas. Ça aussi, c'est un vrai test pour notre équipe nationale, c'est-à-dire jouer dans l'adversité, Non, jouer vrai dans un test- stade qui n'est pas acquis. Excusez-moi, le vrai test aurait été si jamais on avait été... Jouer au Caire. Absolument. Là, Je crois qu'au Caire, c'est plus compliqué qu'à Dakar. Oui, Voilà, oui, c'est vrai. mais, c'est vrai. mais bien sûr. Alors, cette question... Bon, maintenant, c'est un terrain neutre. Juste pour finir ma question sur le terrain entre guillemets neutre, mais plus hostile, plus acquis aux Égyptiens, est-ce que ça peut quand même permettre aux Algériens de faire le jeu? Est-ce qu'on a quand même la possibilité de faire le jeu face aux Égyptiens? Mais bien sûr. Et puis il ne faut pas oublier aussi que nous avons quand même une communauté algérienne qui est aux Émirats, qui vit au Qatar, qui vit au Koweït, qui vit en Arabie Saoudite. Ils viendront tous supporter l'équipe nationale. Moi, j'en suis persuadé. Il est vrai que la communauté égyptienne dans les pays du Golfe est beaucoup plus importante. Mais moi, je dis le plus important à travers tout ça, c'est de pouvoir jouer, de jouer à l'aise. Les supporters, ils sont aux tribunes, ils peuvent pousser leur équipe, mais... Le stade est confortable, c'est un grand stade. Absolument, c'est un stade extraordinaire. Et ceci dit, écoutez, quand on parle de public, vous savez, nous avons des joueurs de haut niveau. Ils ont de l'expérience. C'est des pros. Vous savez, dès qu'il y a le coup d'envoi, le premier coup de sifflet, ils ont les boules qui Ils sont focus. Exactement. Ouais. Et ils se concentrent. Ouais. Vous avez vu la Coupe arabe des nations qui a eu lieu donc avec l'équipe A-Prime, nationale A-Prime. On a eu le public était pratiquement contre l'équipe algérienne. Donc pas mal de matchs. Mais en tous les cas, ils ont sorti le Face au grand Qatar, show. face à la Ils ont Tunisie. imposé leur grandeur, leur dispositif d'attaque. Et sur ce plan-là, c'est un bon test, mais je suis persuadé qu'ils vont faire fi de cette histoire de public. Ils ont beau avoir un public contre, bien évidemment. Je fais confiance en tout cas à notre équipe nationale capable de rivaliser dans toutes les conditions de jeu. Il ne faut pas oublier aussi, Mohamed, peut-être qu'en Coupe d'Afrique, ça va être le même contexte. On ne va pas avoir un Merci public Gilali, je voulais arriver à ça. Ouais, on ne va pas avoir un public acquis à notre équipe nationale. Donc là, c'est le même contexte, c'est les mêmes situations. Donc c'est un bon test match. Alors messieurs, tout ça, c'est pour préparer une Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera à boire pour le groupe de l'Algérie. D'abord, on va regarder le groupe qu'on a tiré. C'est le groupe D. On va le voir en image dans quelques instants, où on a probablement la meilleure équipe de notre groupe, c'est le Burkina Faso. Voilà, c'est Didier Drogba qui a tiré l'Algérie. Alors l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Regardez messieurs, et je veux votre réaction. Abdelnour d'abord. Sur ce groupe, est-ce que c'est un groupe facile? Est-ce que c'est un groupe piège, comme a dit le président Sadi? Il a dit c'est un groupe piège. Ou alors, normalement, on s'en sort. On connaît très bien la valeur du Burkina Faso. C'est une équipe qui nous a toujours posé des problèmes. D'ailleurs, on a pu nous qualifier à la Coupe du Monde très difficilement avec le fameux but de Majid Bouguera à Blida, si vous vous en souvenez. Donc, la Mauritanie est en plein progrès. C'est une équipe qui travaille depuis quand même quelques années. Elle a été entraînée longtemps par l'actuel entraîneur du Paradou, Absolument. Martins. Et on retrouve également l'Angola, qui est également une ancienne colonie portugaise, donc qui sont beaucoup imprégnés par le style de jeu portugais ou entre guillemets un peu brésilien. Donc ça va pas être des matchs très très faciles. Mais moi je pense que le coach est pleinement conscient un peu de la tâche qui attend notre équipe nationale. Si jamais on a été déçus en 2022
on est sorti par la petite porte. Je pense que ça a été une très très grande leçon. Aujourd'hui, je pense qu'on est armé pour essayer d'aller jusqu'en finale et pourquoi pas remporter cette coupe. Djilali, Je dirais. votre réaction quand vous avez vu le tirage? Oui, dans la même optique qu'Abdelnour, c'est que c'est un groupe qui reste abordable, mais méfiance. Parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer en Afrique. On a eu déjà la malheureuse aventure. On joue, je crois, l'Angola, hein, le premier match. Ce sera le 15 janvier, je crois, si mes souvenirs sont bons. On joue à Bouaké. On va en parler de Bouaké, Mohamed Haouchi. Il ne faut pas oublier la dernière déconvenue au Cameroun, donc on ne va pas revivre le même scénario de 1. De 2, notre principal concurrent, c'est le Burkina Faso, qui reste quand même une équipe du top 10, de 10 meilleures équipes africaines. La Mauritanie qui a énormément progressé. Reste l'Angola qui a un jeu à la portugaise qui correspond au jeu du Cap-Vert. C'est des joueurs très techniques qui sortent par derrière. En fait, on a joué le Cap-Vert au moment où il y avait le tirage au sort. Exactement. On ne le savait pas, mais c'est un football lusophone et latin. C'est un football similaire que le Cap-Vert et peuvent nous créer des problèmes. Restez vigilants et très concentrés. Mohamed Haouchi, Bouaké, tu connais, je crois. Oui, je connais. Mais... Alors, il paraît qu'on s'en sort bien en jouant à Bouaké par rapport à Abidjan, où il fait très humide à Abidjan, taux d'humidité énorme. Bouaké, la température est plus clémente, il y a moins d'humidité. Et puis, il paraît que c'est le meilleur stade de cette Coupe C'est d'Afrique. le plus beau stade de Côte d'Ivoire. Bouaké est une belle ville. Que j'ai eu l'occasion à l'époque, c'était un match équipe nationale Algérie-Côte d'Ivoire. On avait gagné 2-1 avec un superbe match de Moussa Saïb, je me rappelle à l'époque. Donc, je pense qu'on va jouer dans un très beau stade, une bonne pelouse. C'est une ville de football. Il y a l'AS Bouaké qui est le club principal. Mais je peux vous faire une confidence. Par exemple, le stade d'Abidjan joue régulièrement des matchs même de championnat de Coupe d'Afrique à Bouaké. Ils ont leur public, ils ont des supporters là-bas. C'est ce qui fait un peu la spécificité. Le stade de la Paix, ça s'appelle comme ça, le nouveau stade, très beau stade. Stade de la Paix. Et donc, je peux vous dire que toutes les conditions sont réunies pour permettre... Et comment ils sont les supporters là-bas sur place? Supporters locaux? Super sympa. Ils sont très très corrects. Ils avaient même applaudi à l'époque l'équipe algérienne qui a fait étalage d'un beau spectacle en tout cas. Mais je peux vous dire, pour revenir au groupe, je pense que c'est un groupe abordable. Il restera, qu'on le veuille ou non, l'Angola, je les ai vus, ils ont disputé le championnat des locaux, je les ai fait à Oran. C'est 80% de l'équipe nationale qui a disputé le championnat des locaux. Abordable, à mon sens. L'équipe des Morabitoun, c'est la Mauritanie. Je sais que la Mauritanie a fait beaucoup de progrès, mais ça reste quand même en deçà du niveau de l'équipe algérienne. Il reste le Burkina Faso, il y a beaucoup de Burkinabés qui évoluent à l'étranger aujourd'hui. Je pense que le danger viendrait du Burkina. Mais la première place se jouerait entre l'Algérie et le Burkina. Comme il y a deux pays qui se qualifient, bien évidemment, donc il va falloir penser au deuxième tour. Mais il faudra terminer premier de son groupe pour essayer d'éviter en tout cas les grands favoris, messieurs. C'est comme ça qu'il faut calculer. De toutes les façons, Riyad, excuse-moi. De toutes les façons, si on veut aller jusqu'en finale, peu importe les équipes contre lesquelles nous jouons. Oui, mais c'est bien d'aller crescendo parce qu'on monte en puissance à chaque match. C'est bien d'aller. Là déjà, en jouant quand même 3 matchs. Ça va nous donner un peu plus de mordant pour la suite pour le quart de finale, pour le 8e quart et demi-finale. Donc moi je pense que en prenant sérieusement ces matchs-là, je pense qu'on a de quoi aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique. Djilali ? Surtout qu'on a le Burkina, on les joue un deuxième match. Donc le premier match, si on le gagne, même, c'est-à-dire le match du Burkina n'est pas déterminant. C'est-à-dire même s'il y a une contre-performance ou un match nul, il n'est pas déterminant. Donc on a peut-être l'opportunité de se qualifier aisément. On va voir. Oui, Mohamed, vous voulez dire? Moi, je ne voudrais pas tomber dans une euphorie démesurée, mais je pense qu'il est un groupe tout simplement. Et je pense que notre équipe nationale, si elle venait à développer son jeu habituel avec tout le renfort qu'on a eu, je pense qu'elle est capable de se surpasser face aux 3 adversaires. Je vais me permettre, moi, un avis personnel pour terminer. Quand on a débuté dans notre groupe au Cameroun, on est parti confiant. Les conditions n'étaient pas excellentes. Belmadi en a parlé avant, le stade, la pelouse, l'ambiance. Et en plus,
on était champion sortant. C'est très difficile de rééditer un exploit quand on vient champion. On a pris une claque, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est ça le sport. On a pris une claque au Cameroun. Je pense qu'elle nous a fait du bien, cette claque. En plus, on a été éliminé de la qualification Coupe du Monde. Je pense que Belmadi et les joueurs ont mis les pieds sur terre. C'est peut-être la meilleure façon d'aborder une Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, il y a une chose qui est certaine, c'est que par rapport au Cameroun, il y a quand même un effectif qui est beaucoup plus riche, donc avec des joueurs qui sont capables de se transcender et de faire la différence dans pas mal de matchs. Donc moi, ce que je retiens un peu de tout ça, c'est que pour cette Coupe d'Afrique, de toutes les façons, et la fédération, et le staff technique et les joueurs sont conscients un peu de la tâche qui les attend. Après tirage d'or, il paraît que Sadi a fait une virée à Bouaké. Il a ciblé l'hôtel, il a verrouillé, il a réservé tout l'hôtel pour la sélection. Tu sais, mais c'est habituel pour la fédération. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Donc aujourd'hui, certains diront. Oui, effectivement, non, c'est quelque chose qui se fait depuis des années et des années. Donc on voyage maintenant en vol privé, on a pratiquement les meilleurs hôtels en Afrique, d'autant plus que cet hôtel-là se trouve à quelques mètres du stade, à proximité du stade de Bouaké. Donc toutes les conditions seront réunies pour être dans les meilleures conditions possibles. Moi, je dis que le match qui peut sembler... Ce sera le dernier mot, on passera à la Ligue 1. À peu près difficile, ça va être le Burkina Faso. Ouais, J'ai dit, ce sont des joueurs qui jouent à l'étranger, mais une autre dimension, c'est que le Burkina Faso est un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de Burkinabés qui vivent notamment... Oula, il va y avoir beaucoup de supporters du Burkina. À Bouaké, je ne vous le dis pas. Vous savez que la Coupe d'Afrique, moi je l'ai vécu, il n'y a pas de frontières. Des supporters, ils font des milliers et des milliers de kilomètres. Il y en a même qui ne prennent pas des chambres d'hôtel. J'ai connu des Sénégalais, j'ai connu des Nigérians. Vous savez, ça dort dans les jardins publics. C'est la grande fête à l'africaine. Ils viennent en tous les cas des milliers de kilomètres, ils prennent un train à l'autostop pour venir supporter leur équipe. C'est la fête du foot africain. On va encore en parler de cette CAN, on va reparler du match. Allez, jeudi, messieurs, on va parler de ce Algérie-Égypte. Mohamed Houchine a déjà hâte de voir ce grand choc. On va en reparler, bien évidemment. Ce sera, alors on m'a dit en direct, sur la chaîne nationale terrestre, la chaîne numéro 1. Pour certains, sur votre démo, c'est programme national. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant. Ne manquez pas donc ce rendez-vous sur la télévision algérienne. On va laisser de côté l'équipe nationale. On va rester dans le football pour parler de Ligue 1. Jingle Ligue 1. Alors, pas de journée de championnat pour cause de date FIFA pour l'équipe nationale. Donc, pas d'équipe type de Djilali cette semaine. Ce sera pour la semaine prochaine. Il y a eu 2 matchs qui concernaient le promu, l'Union sportive de Souf, qui est emmené par le coach oranais Balatoui face au Shabab Riadi de Belouizdad. Sans coach. Sans coach, voilà. Il y en a eu beaucoup aussi. Maintenant, bon, ils ont joué sans coach. Maintenant, ils ont Paqueta. On va parler tout à l'heure de toutes les équipes qui n'ont pas encore de coach. On va revenir sur ce match avec ce résumé signé notre Socrates de Canal Algérie, docteur Fatah Abada. Le début du match était à l'avantage des locaux qui ont essayé d'inquiéter le gardien Boulhi et l'arrière-garde algéroise. Quelques attaques timides auxquelles les Belouizdadi ont essayé de répondre par le biais de Bossouf, Derfello et Mziane, qui à la 16e minute de jeu reprend un centre venu du côté droit et d'une belle volée en pleine lucarne surprend le gardien local Hellassa, qui a juste suivi le cuir des yeux, ouvrant ainsi la marque au grand bonheur des fans Belouizdadi qui ont fait le déplacement. Quelques instants plus tard, Bossouf voit son tir du gauche passer légèrement à côté du gardien Soufi Hellassa. Les locaux répondent timidement avec quelques tirs de loin qui n'inquiètent en rien le gardien Belouizdadi. À la 43e minute de jeu, l'excellent Benrit sert idéalement Bossouf qui ne trouve aucune peine à aggraver la marque pour les siens. Dans les temps additionnels de ce premier half, c'est au tour de Benrit, bien servi par Derfello, de planter une 3e banderie. Et c'est sur ce score de 3-2-0 que se termine cette première mi-temps. En début de seconde période, et suite à une grossière erreur de la défense locale, Derfello a failli aggraver la marque, mais son tir passe au-dessus de la barre transversale. Les Soufis ont quand même tenté quelques incursions timides par les Ben Amara, El Ghanimi et Ben Romari,
mais sans parvenir à niveler la marque jusqu'au coup de sifflet final. Voilà donc pour ce premier match, Djilali, il fallait absolument que le CRB se ressaisisse. Ils ont fait un long voyage jusqu'à Ouedsouf. Ils ont été battus 3-2 à la maison face à Khenchela. Il fallait vraiment qu'ils reviennent 3-0. Est-ce que c'est convaincant pour vous? Oui, je pense que dans ce match, l'expérience, le métier et la qualité de l'effectif du CRB a fait la différence par rapport à Souf qui continue à galérer dans ce championnat. Et surtout lorsqu'on perd à domicile, donc ce n'est pas une bonne augure pour la suite, malgré qu'ils ont gagné le dernier match contre Ben Aknoun. Mais perdre à domicile, ce n'est pas un bon signe. Le CRB, on pense qu'il y a eu un changement. Je crois qu'il y a eu 7 joueurs qui ont été titularisés pour la première fois. Je pense que c'est la révolte des joueurs après le départ de l'entraîneur. Donc ils ont prouvé qu'ils ont leur place dans cette équipe. Et je pense que l'expérience a fait la différence. Surtout qu'en première mi-temps, le score était de 3-0. Donc ils ont plié le match en première mi-temps. Et voilà, ils ont fait dans la gestion en deuxième mi-temps. Alors, pendant ce match, il n'y avait pas encore Paqueta. Paqueta, il vient d'être annoncé. Il arrivera dans la semaine au CRB. Est-ce que le CRB vous a convaincu? Est-ce qu'il vous rassure? Est-ce qu'il est encore dans le costume du champion, à votre avis? Tout à fait, tout à fait. Bon, même si ils ont fait un début de saison un peu mi-figue, mi-raisin, ça reste quand même une des meilleures équipes de notre championnat. Ils n'ont pas été, ça n'a pas été le fait du hasard qu'ils soient champions d'Algérie 4 années consécutivement. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis cette saison, mais quand on revoit un peu l'effectif, Djilali avait dit qu'il y avait eu 7 joueurs, plus Moulhi qui a repris les buts. Hein. Donc ce sont des joueurs qui ne figuraient même pas sur la liste de l'entraîneur Van der Broek. C'est comme l'USMA, dans quelques années, on va voir. Hein. Oui. L'entraîneur part et subitement, il y a quelques changements dans l'équipe. Donc tout ça, ça peut être que positif pour le CRB. Ça veut dire qu'il y a quand même, sur le banc, il y a quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence. Et ils l'ont prouvé. Mener 3-0 à la mi-temps... contre une équipe de Ouedsouf qui se recherche, hein, qui jusqu'à présent n'a... En fait, ils se sont fait les dents sur une petite équipe de Souf, avec tout le respect qu'on a pour Souf, mais ils font leur apprentissage de la Ligue 1. En tout cas, le CRB Belouizdad avait tout intérêt à se remettre en cause et à se remettre en confiance. Faut-il le rappeler? Et se remettre sur les rails aussi. Oui, se confiance. Il faut rappeler qu'avant l'échec contre le CM Khenchela, le CRB Belouizdad a battu difficilement le NC Merah à la dernière minute. 1-0 sur dans les d'un remplaçant de luxe qui s'appelle Boussou. C'est lui qui a sauvé le CRB Belouizdad. Ils enchaînent avec un échec qui a fait mal à domicile. Donc c'est pour ça qu'il faut apprécier peut-être ce beau sursaut d'orgueil du CRB Belouizdad en allant l'emporter 3-0, un score net et sans bavure, comme on a l'habitude de le dire. En tout cas, c'est se remettre en confiance et c'était très important pour le CRB. Alors moi, je vais enfoncer le clou, je vais appuyer là où ça fait mal encore, quand il y a un entraîneur qui est en place. J'aime pas trop ce terme, mais il y a des entraîneurs qui ont des chouchous et il y a des autres qui sont mis à l'écart. Certains, poliment, appellent ça des choix techniques ou ne sont pas dans les plans de l'entraîneur. On peut utiliser plein d'expressions comme ça. Mais quand, messieurs, et je parle aux deux coachs, quand il y a trop de frustration dans un vestiaire, est-ce que parfois ça pèse pas? Et là, une fois qu'il y a des joueurs incorporés qui meurent de faim, qui ont envie de jouer, ça explose pas comme ce 3-0 par exemple. Il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est qu'un entraîneur, généralement, je dis bien généralement, quand il choisit son 11 rentrant, je pense qu'il choisit pour lui les meilleurs. Voilà. Parce qu'il veut gagner, c'est normal. Il n'y a pas un entraîneur qui rentre pour perdre. Pour perdre, donc, tout à fait. Mais là, on l'a vu, le CRB... Mohamed a fait un peu la rétrospective depuis le début de saison. Il ne faut pas oublier également qu'ils ont joué un match de Coupe d'Afrique où ils se sont réveillés le dernier quart d'heure. Parce que pendant... On l'a fait ensemble, 78e égalisation. On a fait une mi-temps et demi où le CRB était pratiquement inexistant. Donc revenir maintenant avec une victoire à l'extérieur qui est très importante, un retour... Un revenant. Un retour de l'entraîneur qui avait fait beaucoup de bien à cette équipe-là il y a 2 ans. Il y avait du beau football avec Paqueta. Voilà. Même si quelquefois ça commençait un peu à grincer, mais la qualité première de cet entraîneur-là, d'abord, c'est d'avoir une lecture du jeu extraordinaire. Et à chaque fois en deuxième mi-temps, comme par hasard, il fait des remplacements, et puis ce sont les joueurs qui rentrent qui marquent et qui font la différence. Donc, il a du nez, Paqueta. Donc c'est un Brésilien entre guillemets.
Donc, brésilien, généralement, le football est inné chez eux. Donc, j'espère qu'il va retrouver un peu, donner un peu la verve qu'il faut à cette équipe-là pour qu'ils puissent retrouver le meilleur état de santé. Même question, Djilali. Est-ce que parfois, des joueurs frustrés qui ne jouent pas, une fois qu'ils rentrent, on sent cette envie et ça fait un résultat comme celui-là? Regarde, dans un sport collectif en général et le football en particulier, surtout dans les grands clubs, il y a toujours des frustrations. Des mécontents. Des mécontents surtout. Il y a gérer le groupe et gérer aussi le vestiaire. Un entraîneur qui n'a pas d'aptitude, qui ne pourra pas gérer, surtout le vestiaire, se fait lâcher par les joueurs, par le vestiaire. Par le vestiaire et par les joueurs. Et là, ça devient vraiment ingérable. Alors maintenant, on va revenir sur le match que vous avez commenté pour Canal Algérie. Mohamed, c'était votre rentrée. Hein. Je ne sais pas si vous avez ramené votre cartable et votre trousse pour la rentrée. Mohamed Haouji, qui connaît bien l'éducation nationale, hein, et vous savez de quoi je parle. Vous avez fait donc le premier match de l'USMA sans Benchira. Alors, on va regarder avec votre commentaire, cet USMA US Khenchla, avec là aussi, bizarrement, même score. Comme quoi, parfois, quand on vire son entraîneur, ça fait du bien. La différence, c'est que l'USMA joue à domicile et le CRB à l'extérieur. Face à Souf. D'accord. Allez, on regarde et on revient. Escandé Sagorbeli d'un côté de Dehri, puisqu'Alilel était toujours convalescent. Milieu de terrain, Chita, Benzaza et Mbarak. Ils sont sur tous les ballons. Ça mord sur les ballons, incroyable. Attention, ce centre, surface, il s'en va. Soufi, que dira l'arbitre? Une balle qui est captée par Soufi, in extremis, miraculeusement. Le corner est beauté. Attention, quelle parade de la part de Khdaria, quel réflexe incroyable. Et Khdaria qui va sauver son camp encore une fois sur cette balle en corner. Attention, c'est bien à jouer, bien mijoté de la part de l'USM. J'ai beaucoup de mobilité. Pièce du gauche, il y a telle ouverture du score. Je l'avais dit, un match qui pouvait se jouer sur un coup de dé. C'est Benzaza. On voit sur cette balle, regardez qu'il a pivoté dans le but pour mettre un gauche terrible à ras du poteau. Sur cette balle jouée, deuxième but pour les Alger. Incroyable, la victoire, le match qui va basculer littéralement de l'autre côté. Nka qui est KO sur cette balle dégagée sur l'emporte-pièce, à moins que c'est l'avant-centre Diadoran. Ballon profondeur, là-bas côté droit, le joueur de Les Smith avec qui va sauter, troisième but, je l'avais dit, un diable incroyable, je l'avais dit, il s'appelle, j'ai beaucoup Dieu pour ce joueur, Mohamed Aït El-Hadj, je l'avais dit en début de match, regardez ce beau pied gauche, un pur produit de l'école Smith. Et c'est terminé sur cette prend, moins que non, il va siffler la fin de la partie. L'arbitre, M. Bouderbel, quelle victoire sensationnelle de l'USM Alger. 0-0 à la mi-temps, 0-0 pratiquement en fin de match dans les 20 dernières minutes. Et vous ne voyez pas que l'USM Alger... Et voilà, avant les résultats complets et le classement, je vais revenir à vous, Mohamed Haouchi, qui avait commenté. Vous voulez dire un mot? Ensuite, Djilali. Je suis content que sur ce résumé, on a terminé sur une belle image, celle du directeur de jeu, Youssef Bouderbel, qui a fait un très beau match. Je tiens à le saluer, à le féliciter. C'est bien d'en parler, on parle que quand ça va pas. Ça n'a pas été facile dans un match assez heurté entre l'USM Khenchla, 3 matchs, 3 victoires, qui voulait préserver sa place de leader du championnat. Le co-leader avec le Mouloudia d'Alger, et l'équipe de l'USM Alger avec 2 défaites consécutives, 0 points, qui avait intérêt à sortir la tête de l'eau. Je peux vous dire qu'on s'est donné une explication, il y avait du jeu haché, il y avait des contacts, et le gars a sifflé, comme diraient les méchantes langues, comme un chef de gare, mais il le fallait. Il a sifflé au moment opportun, il a eu du pain sur la planche, et il a su allier entre rigueur, entre autorité, parfois sourire, du tact. Je tiens à lui en tout cas, il a été véritablement seigneur Alors pour terminer, je peux vous dire que le coach Félix Miti
l'adjoint d'Abdelhak Ben Chira, qu'on regrette quelque part, il faut qu'on se le dise. D'ailleurs, il a dédié à son ami Ben Chira, il a joué un véritable coup de poker. Il a enlevé les deux latéraux qui sont pourtant bons, Ardouani à droite et l'Amara à gauche, pour mettre deux jeunes, s'il vous plaît. Barket, jeune Constantinois, 21 ans à peine, et puis derrière Juba Cherani, il vient de l'Olympique d'Aqbou, c'est un garçon que je connais, il est originaire, il est de Tizi Ouzou, il a joué à la STO, club communal, il a joué à la JSK une saison junior, il a été au Parado, puis à l'Olympique d'Aqbou, il a été vraiment, il a été une star hier, il a éclaté, et bien évidemment, au milieu... Donc un turnover judicieux. Vous avez parlé des joueurs qui sont mis à l'écart. J'étais content pour un garçon qui s'appelle Mohamed Ait El Hadj. Il a empoisonné... Quel but, le malheur des uns fait le bonheur des autres. 20 minutes de jeu, blessure malheureusement du sympathique Boussiliou. Ait El Hadj rentré, je l'ai dit dans mon commentaire, vous allez voir ce que vaut ce qu'a été Ait El Hadj. J'ai discuté avec lui à Oran lors du match contre le FUS de Rabat. Il était malheureux, il n'était même pas parmi les remplaçants, il était dans les tribunes, il n'a pas fait partie des 18. Allez, c'est le chouchou des supporters, hein. Il adore le les moral supporters. dans les chaussettes, comme on dit, et puis là, il a empoisonné la défense Renchli hier, et puis vous avez vu ce superbe troisième but, la cerise sur le gâteau. Enroulé du pied gauche. Alors, Djilali, est-ce que c'est le réveil de l'USMA, à votre avis? Je veux dire, la question à se poser, le départ de Ben Chikha, est-ce que c'est un mal pour un bien? Quoique le mérite revient aussi à son adjoint Farid Zmeti qui fait du bon boulot. Cette équipe de l'USMA avait été métamorphosée, complètement métamorphosée, soit dans l'engagement, dans l'état d'esprit. Il y avait une équipe qui voulait vraiment avoir le gain du match. Ils ont fait un match plein, surtout en deuxième mi-temps. Khenchla, peut-être le fait d'avoir encaissé un but a laissé des espaces derrière, ils voulaient à tout prix revenir. Oui, ils ont laissé des espaces derrière avec la rapidité d'exécution et aussi la qualité technique des attaquants de l'USMA qui ont fait la différence. Abdelnour, un mot sur l'USMA et aussi sur Khenchla, parce qu'ils jouent crânement leur chance dans le championnat. Bien sûr, il ne faut pas oublier que Khenchla, c'est sa deuxième sortie consécutive. Hein. Ils avaient joué le CRB au 20 août et là ils jouent l'USMA, donc c'est deux sorties très difficiles. Contre le CRB, ils ont réussi à ramener les 3 points. Là, contre l'USMA, ça a été autre chose. L'USMA avait tout intérêt à se rattraper. C'est leur première victoire depuis le début de saison. C'est leur premier point. Ouais. Leur première victoire depuis le début de saison, puisqu'ils avaient joué 3 matchs. C'est leur troisième match, 2 matchs perdus. Donc, c'est 3 points qui sont très importants pour la suite. Maintenant, Khenchla, l'année passée, on avait donné des circonstances atténuantes. C'est une équipe qui avait raté totalement son début de championnat. Si vous vous en souvenez, ils avaient perdu les 3 premiers matchs. Puis après, ils se sont ressaisis. Ils ont terminé quand même parmi les 6 meilleures équipes du championnat. Hein. Cette année, ils commencent par 3 matchs, 3 victoires. Bon, leur 4e, c'est pas une fin en soi. Donc moi, je pense que Khenchla va toujours continuer à jouer les premiers rôles dans ce championnat. Moi, je rendrai un hommage particulier, si vous permettez, avec l'USM Khenchla, qui a joué pendant 70 minutes. Ils ont tenu en échec l'USM Alger. Ils ont craqué dans les 20 dernières minutes. Mais je peux vous dire en tout cas que ça n'a pas été facile pour l'USM Alger. Une équipe de l'USMK qui a été handicapée par plusieurs absences. Le Ghanéen Maxwell Bakor, qui a été véritable poison contre le Cercle Louzdet, blessé. Ils ont leur barre stabilisatrice Summer, blessé plâtré contre la JS Kabylie. Et Kaddour suspendu, encore 1 ou 2 joueurs qui manquaient. Ils avaient 4 ou 5 joueurs et je sais que ça a pesé dans la balance. Une équipe de Khenchla sur laquelle il faudrait compter rapidement. Résultat des 2 matchs et le classement après cette mise à jour. On regarde ça et on revient. Alors
l'ES Ben Aknoun, hein, vous l'avez fait remarquer, Mohamed Haouchine, qui prend la place de l'USMA à la dernière place. Voilà donc le classement de la Ligue 1 après ces 2 matchs de mise à jour. Reprise du championnat le week-end prochain. Maintenant, le dernier volet de ce Canal Foot de cette semaine, c'est la Ligue 2, puisqu'il y a eu une journée complète du championnat dans les 2 groupes. Jingle Ligue 2. Alors, il a jeté pour nous un regard sur les 2 groupes, Samy Achichou, et il nous revient avec ce petit compte-rendu de cette journée. C'est la 3e journée du championnat amateur. L'US Mostaganem poursuit sa série de bons résultats en ce début de championnat, en enchaînant un 3e succès de suite, cette fois-ci, contre son voisin l'Uided de Mostaganem, par 2-1, confirmant ses bonnes intentions de jouer la carte de l'accession. L'Espérance a réussi pour l'occasion à s'accaparer seule de la première place du groupe Centre-Ouest qu'elle partageait avant cette journée avec l'AS Saint-Moron, battu à domicile par le RC Kouba, 1-0 grâce à un but de Yahya Sherif. Pour sa part, l'Olympique de Médéa qui accueillait le Nasser Hussein Dey n'a pas fait mieux qu'un match nul, 1 but partout. Un autre match nul dans ce groupe, cette fois-ci lors de la rencontre entre la JS Gir et l'Ouided de Bouferik, 0 partout. Dans le groupe Centre-Est, la JS Borjmneil, qui accueille cette saison ses adversaires au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou, a décroché une précieuse victoire face au HB Chelromleïd par 2-0. Dans le match MSP Betna Aïssain Mlila, la victoire est revenue aux locaux sur la plus petite des marges. Pour sa part, l'USM Al-Harraj, qui vit des moments difficiles, a concédé une défaite sur le terrain de l'ERB Ouergla par 1-0. A noter que le derby entre le Mouloudia de Constantine et l'AS Khoroub se jouera ce lundi. Voilà donc pour le résumé des 2 journées. Messieurs, alors d'abord avant de voir les résultats complets, je voulais revenir sur un petit point, même si j'ai pris contact cet après-midi avec le président de l'association amateur du club de l'Harraj, qui avait annoncé son retrait du championnat pour raison. Alors il n'y a pas que lui, il y a Chelromleïd qui a suivi, et il y a également un autre club. Que je vais vous dire dans quelques instants, messieurs, il y a ces problèmes de sous, même si certains disent que Harraj va revenir sur sa décision et que c'était peut-être une façon de tirer la sonnette d'alarme un petit peu. C'est désolant, de voir des clubs qui en cours de saison s'arrêtent carrément. C'est une première en Algérie. Hein. Il y a eu une réaction de l'ancien joueur, je crois qu'il s'agit de Mokor, qui a dit... C'est Mokor qui n'est pas l'ancien joueur. Je l'ai eu au téléphone, Mokor, cet après-midi. C'est le président du club amateur de l'Harraj. Il dit qu'il n'a jamais été question de donner forfait général. Selon lui, c'est un attaché de communication qui a eu cette initiative personnelle de rédiger quelque chose. Bien sûr que c'est grave. Un grand club comme l'USM Al-Harraj doit être aidé, il est vrai, mais ne pas baisser les bras. C'est comme un club, c'est l'Arba. C'est l'Arba, merci. C'est l'Arba, donc Borjmneil, pardon, Chelromleïd et l'Harraj. Alors, est-ce que c'est des déclarations? C'est désastreux. En fait, moi, je pense que c'est vrai que c'est des petits soucis de communication, parce que bon, on peut communiquer différemment, on ne peut pas annoncer son retrait. C'est une façon un peu de tirer la sonnette d'alarme pour dire peut-être au pouvoir public ou peut-être à des sponsors qu'il manque d'argent. En tout cas, du côté de Mokor, et vous avez raison, hein, je l'ai eu au téléphone cet après-midi, il a dit ce n'est que nini, comme dirait l'autre, ce n'est pas vrai, c'est une déclaration. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce qu'un club comme El Harraj, ce serait désolant de le voir comme ça disparaître. Il faudrait vraiment aller jeter un coup d'œil du côté de El Harraj parce qu'il ne mérite pas ça. Oui, il paraît qu'ils ont eu des assurances là où il est d'Alger. Tout à fait. Je pense que le problème va être bientôt résolu parce qu'il y a une réunion, je crois, entre présidents de fédération et ces clubs mardi pour trouver une solution. Vous êtes bien informé, Djilali. Tout à fait. Donc on va revenir les résultats complets en musique et le classement de cette Ligue 2.
Voilà donc les résultats et classements avec, on l'a vu, Al-Harrach dans un groupe dernier, 0 points, l'Arba'a dans l'autre groupe dernier, 0 points. Il reste un match à jouer, ce sera demain à Ben Abdelmalek à Constantine. C'est le derby, le derby à la presse constantinois, c'est le MOC face à l'Askroub dans ce derby du grand constantinois, on va dire, Mohamed Haouchine. On arrive à la fin. Vous voulez peut-être rajouter un mot sur la Ligue de Djilali avant qu'on se quitte? Bon, il est un peu prématuré de parler d'accession. Je pense que oui, à 3 journées, oui. Peut-être à l'exception de l'ESM Mostaganem, qui est déjà un habitué, ils ont raté l'accession l'année dernière, à la dernière journée. Donc peut-être le Mostaganem, ils sont bien partis pour réaliser leur accession. Et Tiaret qui jouait l'accession jusqu'aux 5 dernières journées la saison dernière, elle a raté le coche face à... Débute très mal, ils prennent un méchant 4-0 face à... Allez, je vais la retrouver. Le 4-0, c'était face, je vais vous le dire tout de suite, face à Qléa. Voilà, un promu, Qléa. On salue Azine Djoudi, qui malheureusement a perdu, et prend rétablissement à son fiston, qui est malade. Inch'Allah, tout ira bien pour le fils Djoudi. On salue Azine. Azine Djoudi, que j'ai eu tout à l'heure, il m'a dit on a une bonne équipe. Le problème de la GSM Tiaret, c'est qu'ils ont commencé la préparation très tard, le 29 août. Donc, un problème de préparation, et c'est ce qui fait que ça cafouille en ce début de saison. Je lui ai parlé moi aussi, il m'a dit qu'il faudrait que la Zorga y croit un peu plus pour pouvoir monter, parce qu'il faut, quand on a des ambitions, il faut aussi aller jusqu'au bout, parce que la Ligue 2 c'est long et c'est difficile, et la montée en Ligue 1 ce sera compliqué. Voilà messieurs, j'espère Saïd que j'ai été bon dans l'exercice de Canal Foot. Je suis pas habitué. Merci messieurs, merci Djilali, merci Arnaud. Merci Mohamed Haouchine. Avec plaisir. On se retrouve, allez, jeudi, l'après-match Algérie-Égypte. Mais avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Beaucoup de plaisir de vous retrouver, vous aussi, mesdames, messieurs. Il n'y aura pas de 52 chronos demain pour cause de match. Et on se retrouve pour ma part jeudi 21h pour Weekend Sport, la revue de toutes les compétitions du week-end. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Salut!